et nous avons essuyé un tir d'obus. Et mon téléphone a sonné. Il était en fait dans mon gilet pare-balles et j'ai vu que c'était mon fils. Bonjour, je m'appelle Maryse Burgot. Bonjour, je suis Stéphanie Pérez, je suis journaliste, grand reporter à France Télévisions. Je suis journaliste à France Télévisions, reporter, grand reporter, dit-on souvent. Je suis un peu spécialisée dans les zones de conflit, c'est-à-dire les zones de guerre, même si j'aime faire aussi autre chose. Malheureusement, ces zones décontaminées par ces hommes sont souvent recontaminées à distance par les Russes. Ils envoient par exemple des centaines de drones qui larguent des dizaines et des dizaines de nouveaux engins explosifs. Ces démineurs sont donc confrontés à une tâche titanesque. J'ai couvert plusieurs conflits, l'Ukraine, la Syrie et la situation au Proche-Orient. Ces 2 dernières années, je suis beaucoup allée en Ukraine, beaucoup allée en Israël aussi, et puis pendant toutes ces années de reportage, je suis allée au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, enfin dans de nombreux endroits dans le monde. Alors quand je suis arrivée à France Télévisions, j'ai commencé par Télématin, c'est-à-dire que je me levais tous les jours à 4 heures et je travaillais pour les journaux télévisés de Télématin. Je n'étais pas reporter, mais je faisais en fait ce qu'on appelle des cabines, c'est-à-dire que je commentais l'actualité sur des images que nous recevons de nombreuses agences. Je suis entrée à France Télévisions pratiquement à la sortie de mes études de journalisme. J'ai eu cette chance. Je suis d'abord rentrée à France 3. En fait, à France Télévisions, moi j'ai gravi vraiment tous les échelons. J'ai une bonne vision du groupe puisque j'ai fait mes débuts à France 3 en région. Comme de nombreux jeunes journalistes du groupe, et j'ai commencé à travailler à France 3 à Poitiers. C'est là que j'ai fait mon stage de fin d'études et j'y ai trouvé une équipe, une première famille de travail qui m'a accueillie et chez qui j'ai appris mon métier. Et après, je suis montée à Paris, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai intégré la rédaction parisienne de France 3. Alors moi, je ne viens pas du tout d'un milieu dans lequel il y a des journalistes. Dans ma famille, il n'y avait aucun journaliste. Mais je voyais mes parents lire Ouest France tous les jours. Et cela m'a donné envie d'écrire. Pas tout de suite de devenir journaliste, mais envie d'écrire. Ce qui m'a poussée à devenir journaliste, c'est vraiment l'envie d'être là où ça se passe, en fait, d'être témoin de l'histoire avec un H majuscule. Depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par l'actualité. Et puis, les années ont passé, j'ai étudié les lettres modernes et puis j'ai rencontré quelqu'un qui préparait les concours des écoles de journalistes et je me suis dit, ah mais c'est ça que je veux faire. J'ai préparé les concours, j'ai beaucoup travaillé et j'ai eu le concours de l'école de journalisme de Strasbourg. Et c'est comme ça, en fait, que je suis devenue journaliste. On m'avait offert pour mes 12 ans, je me rappelle très bien, un poste de radio et je me rappelle, le moment qui a vraiment été décisif pour moi, c'est la mort de Daniel Balavoine et de Thierry Sabine sur le Paris-Dakar. J'étais dans ma chambre, j'avais 12 ans, je devais être en train de lire et j'écoutais Europe 1 à l'époque et la radio a interrompu ses programmes parce qu'il se passait quelque chose d'extrêmement important pour l'actualité française, cet accident très grave sur le Paris-Dakar. Et à ce moment-là, j'ai été attirée par l'événement, par l'importance de l'événement. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Je veux être là où ça se passe, je veux pouvoir raconter. Et j'ai eu la chance de pouvoir y arriver. Alors en fait, les missions sur les terrains difficiles, et autres d'ailleurs, elles sont forcément décidées par la direction de France Télévisions, la direction de l'information. Alors parfois, c'est moi qui propose une mission, et d'autres fois, ce sont les rédacteurs en chef et les chefs de service qui demandent que j'aille dans tel ou tel endroit. Une fois que la mission est validée, je constitue mon équipe, le JRI, le monteur, pareil, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler. Moi, je tiens vraiment à tourner avec des amis, en fait, des gens en qui j'ai totalement confiance, parce que quand il faut prendre une décision délicate, c'est mieux de faire complètement confiance aux personnes qui sont avec vous. On peut se dire les choses en toute franchise, on n'a pas peur du regard des autres, on va mettre tout sur la table. S'il y en a un qui ne le sent pas, il le dit, on n'y va pas. Donc ça, c'est vraiment très très important
de partir avec une équipe en qui on a totalement confiance. Quand les missions sont validées, il y a plusieurs possibilités. Soit vous partez sur ce qu'on appelle du news, du hard news, c'est-à-dire vous n'avez même pas eu le temps de préparer votre reportage, vous avez pris le premier avion disponible et donc dans l'avion vous lisez le plus possible et quand vous arrivez sur place, eh bien vous improvisez un peu ce que vous allez faire. Vous savez, vous connaissez votre mission, mais rien n'est calé, comme on dit dans notre jargon. Et parfois, vous avez d'autres missions qu'on a eu le temps de préparer à l'avance, et là, vous savez quel reportage vous allez faire. Nous nous éloignons de cette tranchée pour rejoindre une autre unité qui récupère et se réchauffe à quelques kilomètres. Autour du feu, dans la promiscuité du dortoir, ces hommes usés ont du mal à garder de l'espoir. Les États-Unis et l'Europe s'interrogent sur la poursuite de leur soutien. C'est un coup dur à encaisser. On a vraiment besoin de cette aide. Sans soutien, on va perdre des milliers d'hommes supplémentaires et surtout, on va perdre notre pays. Après l'Ukraine, vous devez comprendre que la Russie s'attaquera à d'autres pays et elle ne s'arrêtera pas là. Aucun de ces soldats ne veut encore entendre parler de défaite, mais ils s'attendent maintenant à une guerre longue et ils savent qu'ils risquent de passer encore plusieurs hivers dans ces tranchées. Sur les terrains de guerre, il n'y a pas de manuel du parfait grand reporter de guerre, comme on dit. En fait, il y a des réflexes à avoir qui sont porter un gilet pare-balles et un casque quand il y a des bombardements, évidemment, ou quand il y a du danger. C'est d'être capable de bien travailler en équipe, parce que moi, je fais de la télévision, donc on est plusieurs. Donc on est plusieurs à avancer ou reculer et à prendre des risques ensemble. Donc ça suppose qu'on réfléchisse ensemble, que l'on décide ensemble. Les démineurs sont repérés par les forces russes. Leurs ennemis sont à moins d'1 kilomètre. Allez vous mettre à l'abri. Non, go to blindage. Forcément, il faut garder à l'esprit la notion de sécurité quand on est sur un terrain de guerre. Généralement, dans l'équipe, on est assez organisé. Il y en a un qui regarde bien les cartes, qui regarde où on est positionné pour vérifier qu'on ne s'approche pas trop des zones de tir. Il y en a un autre qui vérifie en temps réel justement ce qui est en train de se passer pour ne pas arriver au mauvais moment dans le secteur concerné. Et l'autre, je crois, grand réflexe qu'on doit avoir quand on est reporter sur une zone de conflit, c'est de toujours parler d'une certaine manière à sa hiérarchie, c'est-à-dire pour ce qui me concerne à mon chef de service, de l'informer de ce que je veux faire, de l'endroit où nous voulons aller, pour qu'il sache exactement où on est et pour que l'on décide aussi ensemble de quel type de reportage on veut faire et jusqu'où on veut aller pour prendre des risques. C'est très particulier la zone de conflit. Ça doit être un partage à la fois avec son équipe et avec sa hiérarchie. Et donc c'est très instinctif et puis avec l'expérience, on va aussi peut-être sentir davantage les choses, repérer le comportement des gens autour de nous. Mais il n'y a pas vraiment de règles et c'est aussi pour ça que c'est important d'être avec une équipe en qui on a confiance, c'est-à-dire que chacun va avoir son instinct et on va pouvoir échanger et prendre une décision rapidement s'il le faut. Je dirais qu'il n'y a pas de peur, mais il y a beaucoup de pression. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans une zone dangereuse et donc vous savez qu'il faut prendre les bonnes décisions, qu'il faut réfléchir à plusieurs, encore une fois, parce que c'est un travail d'équipe avec un JRI, journaliste reporter d'image, avec le monteur, avec le fixeur. Donc je ne parle pas de peur, je parle de pression, d'être en responsabilité, de réfléchir à plusieurs, de référer à sa hiérarchie. Moi, je trouve ça très, très important. Prière de ce soldat avant de partir. Nous suivons cette mission. Grande tension là aussi, car ces canons sont peu mobiles. Il faut les détacher du véhicule avant de les positionner. Or, le temps est compté. Juste après avoir tiré, ces artilleurs vont évidemment quitter les lieux sur le champ pour ne pas être repérés par les Russes. Ce soldat est d'ailleurs équipé d'un lance-missile portable américain. Sa mission, éliminer les éventuels drones russes. Premier coup de canon contre des cibles russes.
Forcément, il y a du stress quand on se retrouve dans une situation compliquée. Moi, j'ai le souvenir notamment d'un tournage à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. On savait qu'on était dans un quartier qui était à portée des tirs russes. Malgré tout, on essayait de mener notre reportage à bien. Et d'un seul coup, on a vu autour de nous tout le monde partir en courant et les soldats ukrainiens nous dire de partir très très vite parce qu'ils avaient des informations comme quoi il allait y avoir une attaque sur le quartier dans lequel on était. Bon, dans ces moments-là, forcément, il y a un peu de stress. Un peu de peur aussi parce qu'on sait que ça peut arriver et qu'on peut être sur la trajectoire du missile. Donc dans ces moments-là, il ne faut pas non plus y penser trop, c'est-à-dire que l'instinct c'est d'aller se mettre à l'abri au plus vite, de courir au plus vite, justement de ne pas paniquer. Et moi j'ai la chance, je crois, de rester assez calme, assez froide dans ces moments-là, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'aller se cacher et peut-être que je décompresserai une fois que j'aurai atteint mon objectif. Nous ne sommes pas des combattants, nous sommes des journalistes, nous ne sommes évidemment pas armés, nous ne sommes pas protégés, nous n'avons jamais de garde du corps bien entendu sur les zones de guerre, donc on est en responsabilité, on est concentré. Il n'y a pas vraiment de règles. Par exemple, en Ukraine, maintenant, moi, je ne veux plus aller dormir à l'hôtel, enfin, le moins possible, parce que les hôtels peuvent être visés par les missiles. Et c'est arrivé de nombreuses fois. Et nous, à France Télévisions, on a une équipe qui était dans un hôtel qui a été visée fort. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais vraiment, c'était un moment très compliqué pour l'équipe qui était sur place. Donc, moi, je préfère dormir dans des appartements de particuliers. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins pratique parce que parfois, ce n'est pas chauffé, parfois, il n'y a pas d'électricité, évidemment qu'il n'y a pas de restaurant et que donc, il faut faire soi-même son repas, mais je trouve ça plus rassurant du point de vue de la sécurité. Moi, il m'arrive assez souvent quand je suis à l'hôtel de dormir dans les salles de bain, parce que dans les salles de bain, il n'y a pas de fenêtres, et donc vous n'êtes pas exposé aux bris de verre qui peuvent vous heurter en cas de missile. Et dans les salles de bain, vous pouvez vous installer dans la baignoire. Moi, je le fais assez régulièrement, j'avoue, j'y dors très bien dans les baignoires. C'est très difficile parfois de garder l'équilibre entre l'empathie qu'on peut ressentir pour les gens qu'on interroge et puis notre neutralité qu'on exige de notre profession. Moi, j'ai tendance à dire que la vraie neutralité n'existe pas complètement parce qu'on est des journalistes, mais on est avant tout des êtres humains. Et déjà, moi, je vais faire un reportage qui sera complètement différent que celui que ferait un de mes collègues s'il était au même endroit, dans la même situation que la mienne. Parce que, par définition, on va raconter la situation comme nous, on l'a vécue. C'est l'heure que redoutent les habitants de ce quartier modeste de Mykolaïv. La tombée de la nuit. Les corbeaux rôdent. Les combats reprennent au loin. Dans la cité devenue fantôme, seules quelques fenêtres éclairées. Ceux qui n'ont pas quitté la ville se retrouvent dans l'école du quartier, transformée en abri. Dans le sous-sol humide et silencieux, une centaine de personnes. Nikolaï et sa femme Libov partagent tout depuis 35 ans. Ce soir, ces retraités se serrent sur une planche de bois dans un petit coin avec leur chat Cosmos. Ils ont trop peur de rester seuls chez eux. Que penser de tout ça ? Quand on a 62 ans et qu'on ne dort pas dans son lit, les premiers jours de la guerre, on dormait sur les pierres. Là, on s'est mieux installé. Mais au XXIe siècle, chacun devrait pouvoir dormir dans son lit. Donc c'est vrai que sur le moment, moi j'éprouve énormément d'empathie la plupart du temps pour les gens que j'interroge dans des situations conflictuelles. Le travail, il se fait après beaucoup, à mon sens, au moment de l'écriture. C'est-à-dire que c'est là que je vais essayer de prendre du recul. C'est là que je vais essayer de laisser l'image, la parole de la personne interviewée vivre d'elle-même sans en rajouter dans la dramatisation, dans la dramaturgie. Ma neutralité à moi, elle va être peut-être là, c'est-à-dire de m'effacer devant les gens que j'interroge et les situations sur lesquelles je travaille. Alors souvent, c'est vrai que
Ça peut mener à des situations assez particulières quand on est longtemps absent de chez soi et qu'on est maman. Une fois, par exemple, j'étais en Ukraine en reportage et nous avons essuyé un tir d'obus. Ça venait du côté russe. Et nous avons eu beaucoup de chance avec mon équipe parce que l'obus est tombé vraiment très très près de nous. Donc nous avons dû partir le plus vite possible en voiture, pied au plancher. Un peu la mort aux trousses quand même, parce que on voyait bien que les Russes nous avaient visés intentionnellement, parce que nous étions visibles avec notre gilet presse et notre voiture sur laquelle il était écrit presse, donc il fallait vraiment partir au plus vite. Le chauffeur roulait pied au plancher et mon téléphone a sonné. Il était en fait dans mon gilet pare-balles, dans la poche de mon gilet pare-balles, et j'ai vu que c'était mon fils. Et j'ai répondu, parce que je réponds toujours. Et il m'a demandé, mais maman, comment est-ce qu'on fait cuire le riz déjà, tu sais, pour que ce soit bon comme au restaurant. Et j'ai répondu un peu doucement parce que je me suis dit que mon équipe allait penser que j'étais complètement dingue de répondre à ce coup de fil alors qu'on venait d'échapper à la mort. Mais c'est une manière en fait de se raccrocher à la vie aussi et à la vraie vie qui vient de France, de ce monde où il n'y a pas de guerre. Et donc je lui ai expliqué le plus calmement possible, parce que j'étais très calme, mais assez doucement, comment on cuit le riz pour que ce soit bon exactement comme au restaurant. J'ai un garçon dont je surveille la scolarité à distance et ça m'a parfois mené à des situations assez particulières parce que vous pouvez être en plein reportage sur une route en Ukraine avec votre fixeur qui vous dit attention, où est-ce qu'on va par là, est-ce qu'on va par là. Et puis moi en même temps, par FaceTime, j'essaye d'aider mon fils à faire son devoir de physique, sachant que la physique, c'est une matière dans laquelle j'ai toujours été nulle. Et donc, je me retrouve à essayer de comprendre le devoir de physique parce que s'il ne le rend pas à l'heure, il va avoir une colle et que ça va encore être source d'inquiétude et d'angoisse. Donc, il faut absolument trouver la solution à ce problème de physique. Et en même temps, il faut aussi prendre une décision sur est-ce qu'on continue sur cette route ou est-ce qu'on fait demi-tour. Quand on rentre, moi, j'ai toujours un petit moment de sas. Il y a 2-3 jours où on ne sait pas trop quoi faire de nous, en fait. Parce qu'on vient de vivre des moments extrêmement intenses. On vient de vivre en équipe, 24 heures sur 24. D'un seul coup, on se retrouve à la maison, dans sa cuisine, dans son salon. Même si assez vite, il faut revenir dans la vraie vie, parce que moi j'ai un garçon, un adolescent qui va au lycée. Il faut quand même surveiller que les devoirs sont faits, il faut surveiller que le frigo est rempli, et puis il faut aller voir la famille qui est demandeuse parce qu'elle s'est inquiétée. Donc il faut se remettre dans la vraie vie. Et ces marqueurs-là, aller faire les courses, faire les devoirs, c'est des marqueurs qui sont très importants, mais il y a toujours ce petit moment de flottement qu'on gère chacun à notre façon. Les Gazaouis l'appellent désormais la fillette au roller. Tuée lors d'une frappe. Elle venait de supplier ses parents de sortir quelques minutes pour justement faire du roller. Des parents éplorés et une chambre d'enfant désormais vide. J'ai vu ces rollers. Maintenant, il y a du sang dessus. C'était la seule chose que je pouvais apercevoir dans la poussière et les débris. J'ai su que c'était le corps de Tala. Elle aimait tout. Et ce qu'elle aimait le plus, c'est l'école. Bien sûr, il y a à France Télévisions, comme dans tous les grands médias, des psychologues qui sont à notre disposition quand on rentre d'une zone de guerre. Moi, je n'y ai pas recours. Je ne dis pas que ce ne sera pas utile un jour. Ça le sera peut-être la prochaine fois que j'irai sur ces terrains. Moi, j'ai eu ma propre thérapie. Je rentre chez moi, je retrouve ma vie d'avant, mes enfants qui ont leurs propres problèmes. Alors, je ne leur dis pas que je suis traumatisée par ce que je viens de voir, parce que je ne le suis pas généralement. C'est-à-dire que moi, j'arrive assez bien à séparer le monde du reportage et mon monde à moi, qui est le monde privilégié d'un pays qui n'est pas en guerre et de ma famille. Et donc, je gère assez bien ces deux parties de ma vie. Et pour l'instant, je ne dis pas que ce sera toujours le cas, mais je ne suis pas traumatisée par ce que je vois et je ne me permets pas de me plaindre en plus parce que
Le plus souvent, vous revenez d'un endroit où les civils souffrent beaucoup, vivent des choses extrêmement difficiles. Nous avons cette chance de les vivre seulement, entre guillemets, pendant 3-4 semaines en mission, et puis après nous revenons dans le confort de nos vies. Donc je ne me permets pas de me plaindre. Ces images font désormais partie de l'inconscient collectif des Israéliens. Exactement comme celle de la violence extrême des attaques du 7 octobre. Aviva Siegel, extirpée brutalement comme cette autre femme de l'intimité de sa maison avec son mari. Elle raconte son arrivée à Gaza. Ils nous ont emmenés dans une maison. Il fallait descendre 4 marches et il y avait un trou pour descendre sous terre dans un tunnel. Je n'oublierai jamais le visage du terroriste et ce sourire. « Viens », disait-il, et il me souriait pendant que je tremblais. Keith tremblait aussi. Il avait les côtes cassées et il saignait. Moi, je sais que si j'ai des moments un peu compliqués, j'en parle autour de moi, tout simplement. Donc, j'ai pas eu le besoin d'appeler un psychologue, mais ça existe et c'est très bien que ça existe comme ça. Mais c'est vrai que le retour à la vie, c'est un moment qui est particulier. Après, on a l'habitude, donc moi je sais que voilà, les 48 premières heures, je prévois rien, j'attends que le temps passe pour quand même continuer à vivre normalement et ne pas être trop attiré en permanence par quelque part une sorte de fuite. Donc c'est très important d'être ancré chez soi et d'avoir un équilibre familial assez fort aussi pour justement passer ce cap du retour. Le conseil que je donne aux jeunes journalistes qui me contactent souvent, c'est d'abord de croire en leur passion. Alors c'est sûr, le milieu est de plus en plus difficile à intégrer, c'est sûr, il y a de moins en moins de postes, c'est de moins en moins bien payé. Mais si on a la passion, si on a l'envie, il faut pas abandonner. Moi, je suis fille de prof, je n'avais aucun contact dans ce milieu-là, mais j'ai toujours voulu faire ça et je suis là aujourd'hui où j'ai envie d'être, donc c'est possible. Après, il ne faut pas avoir peur des sacrifices. C'est sûr que c'est un métier où on sacrifie les anniversaires chez les copains, les vacances. Moi, j'ai raté je ne sais combien de soirées, je ne sais combien d'anniversaires, même de mes meilleurs amis. Mais j'avais cette passion chevillée au corps et c'est aussi pour ça que je suis arrivée à cette place que j'ai aujourd'hui. Donc, de la passion, beaucoup de sacrifices. Et puis bon, il faut avoir un petit peu de chance, mais quand on a la volonté de déplacer les montagnes, moi j'y crois à la chance. Alors vraiment, tous les jeunes qui se disent « moi j'aimerais faire du grand reportage » entre guillemets, aller sur les zones de conflit ou pas d'ailleurs. Vous savez que le grand reportage, ce n'est pas seulement aller sur les zones de guerre. Le grand reportage peut se faire au coin de la rue, avec les gilets jaunes, avec les agriculteurs en ce moment, avec les femmes qui ont été victimes de viols. Ça aussi c'est du grand reportage. En tout cas, je veux dire à ces jeunes qui rêvent de grands reportages, mais allez au bout de vos rêves. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, mais si vous pensez que vous êtes capé pour le faire et si vous avez envie de le faire, allez jusqu'au bout de vos rêves et tentez les écoles de journalisme. C'est un formidable métier, c'est un privilège de l'exercer et de l'exercer comme je le fais moi, c'est vraiment un privilège. J'ai la chance de travailler pour une chaîne de télévision qui a un peu les moyens, en tout cas jusqu'à présent, d'envoyer ses reporters sur le terrain. Et quelle richesse, quel privilège de faire ce métier, donc je vous encourage.